Il s'agit du cas d'une jeune patiente de 20 ans, dont vous pouvez lire les antécédents suivants: une allergie alimentaire aux fruits à coque, un asthme allergique et la notion d'une désensibilisation aux acariens. On a fait le diagnostic chez cette patiente en 2018 d'une œsophagite éosinophile devant plusieurs épisodes de dysphagie. Elle a été mise initialement sous IPP, sans efficacité très évidente du traitement, avec des épisodes de dysphagie qui restaient quand même assez fréquents. Et puis depuis un an, elle a été prise en charge d'un point de vue allergologique avec un régime d'exclusion pour l'arachide, la noisette, la noix, le lait de vache, pistache, et poursuite des IPP, ce qui a permis quand même de réduire le nombre d'épisodes de dysphagie. Et on la voit ce jour pour une réévaluation endoscopique avec des biopsies étagées de l'œsophage pour vérifier qu'il y a bien une cicatrisation de l'œsophagite éosinophile. Donc, je suis dans la salle opératoire avec le docteur Campard, anesthésiste, et Véronique, notre infirmière, pour refaire l'évaluation endoscopique de cette patiente de 20 ans qui a une œsophagite éosinophile. Donc on va décrire les différents temps de la gastroscopie. On est avec un appareil Fuji EG760R. Et donc on va faire la gastroscopie et des biopsies étagées de l'estomac et de l'œsophage. Donc je progresse dans l'œsophage cervical et on va descendre progressivement. Je vous rappelle qu'il y a des critères de qualité pour la coloscopie, mais également pour la fibroscopie digestive haute, avec un temps minimal en principe d'examen qui reste un peu débattu, mais un temps décrit d'environ 7 minutes, hein, donc c'est assez long, 7 minutes. Donc il faut voir bien sûr tous les segments, l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Voilà, on y est. On voit la papille majeure sur la gauche. Il faut essayer de faire un protocole standardisé d'image avec une dizaine de photographies. Donc on doit photographier la papille qu'on a vue, le deuxième duodénum, le bulbe. Donc pour l'instant on n'a constaté aucune anomalie particulière. On regarde bien sûr le pylore. Il faut essayer de se débarrasser au maximum, hein. C'est comme dans le côlon, il faut aussi disposer d'une pompe à eau pour pouvoir nettoyer au maximum les bulles, hein, les faire disparaître, pour bien regarder toute la muqueuse, en particulier quand on analyse des patients avec une gastrite atrophique. Ça va venir, ça y est. On prévient l'anesthésiste, bien sûr, qu'on met de l'eau et on essaie de l'aspirer autant que possible, hein, parce que le patient est en ventilation spontanée. Et donc on va photographier le pylore, l'angulus, les différentes parties du corps de l'estomac. Pour l'instant, on constate aucune anomalie muqueuse. On fait également un examen en rétrovision pour le cardia, et puis pour voir le sommet de la grosse tubérosité, avec des photographies.
Alors, on n'a pas forcément besoin de faire un examen de la muqueuse en bielli, hein, on pourrait, mais on n'a pas de gastrite connue. Il n'y a aucune lésion suspecte de gastrite chronique en lumière blanche. Donc on va d'abord faire des biopsies gastriques. Voilà, donc j'utilise une pince à biopsie standard. Et puis on va les faire selon le protocole habituel, hein, le protocole de Sydney, avec 2 biopsies dans l'antre. Vas-y, ouvre. À environ 3 à 4 cm du pylore. On fait une première. Puis une deuxième. On essaye de ne pas les faire exactement au même endroit. On rouvre. Très bien. On peut ajouter une troisième biopsie dans l'angulus, mais elle n'est pas forcément obligatoire. Je vais faire la troisième biopsie dans l'angulus. Ouvre. Ferme. Donc on met ces 3 biopsies dans un premier pot. On rappelle qu'il est toujours recommandé de séparer les pots sur les biopsies gastriques antrales et angulaires versus les biopsies phindiques, en particulier chez les patients qu'on suit pour une gastrite atrophique, hein, puisque ce qui va compter après dans la définition du suivi, la régularité du suivi pour ces patients, c'est finalement l'extension des zones de métaplasie ou d'atrophie sévère. Donc est-ce qu'on les a dans un seul foyer ou est-ce qu'on les retrouve de manière diffuse à l'estomac? Et ça, bien sûr, on ne peut pas le savoir si on a mis toutes les biopsies dans le même pot. Vas-y, ouvre. Ferme. Hein, donc le geste de la biopsie, bien sûr, hein, on essaye d'être le moins tangentiel possible. Et puis si on a besoin, on peut aspirer, ferme, pour bien faire monter la muqueuse à l'intérieur de la pince pour obtenir un fragment suffisant. Donc on va arriver sur la zone qui nous intéresse, la jonction œsogastrique, qui est située à 39 cm des arcades dentaires. Je rappelle que quand il y a un œsophage de Barrett, on doit en principe passer un petit peu de temps dessus, hein, avoir un examen minutieux en lumière blanche et en chromoendoscopie virtuelle, et compter au moins 1 minute par centimètre de Barrett examiné. Donc là, bon, c'est pas le cas. Donc on va essayer de regarder s'il y a des signes spécifiques de l'œsophagite éosinophile. Donc chez cette patiente qui est sous IPP et un régime d'exclusion alimentaire qui a permis quand même de réduire considérablement les épisodes de dysphagie. Donc ce qu'on cherche, c'est un aspect pseudo-trachéal de l'œsophage qu'on ne retrouve pas là, qui était présent sur les dernières endoscopies. Éventuellement des sillons longitudinaux qui sont des espèces de sillons, de bandes érythémateuses qu'on va retrouver de haut en bas, qu'on n'a pas ici non plus. La muqueuse œsophagienne n'est pas spécialement non plus édémaciée, elle n'est pas friable au passage de l'endoscope. Et je ne vois pas non plus d'exsudat. On pourrait discuter là à droite d'un aspect vraiment très discret pseudo-trachéal, mais c'est vraiment avec les yeux de la foi, hein. Donc a priori elle a une réponse endoscopique qui correspond un peu à la réponse clinique. Donc on va faire des biopsies. Je rappelle pour l'œsophagite éosinophile, il faut essayer de faire 2 à 4 biopsies œsophagiennes sur 2 localisations différentes, donc au tiers inférieur de l'œsophage et au tiers supérieur. Et puis on va les faire tout de suite.
Alors, donc je suis au tiers inférieur. C'est pas toujours facile, hein, les biopsies œsophagiennes, en particulier quand on fait une fibroscopie digestive sans anesthésie. Parce qu'on se retrouve toujours dans un plan tangentiel, hein, donc il faut essayer d'avoir la pince relativement proche de la sortie du canal opérateur pour pouvoir béquiller, se mettre au contact, aspirer la muqueuse, pousser légèrement et l'infirmière va fermer. Et là on voit bien qu'on a vraiment pris un vrai morceau. Et on tire vers soi. Là on va la récupérer, on va les faire une par une, parce que sinon on risque de la perdre. Et on voit bien la morsure là de la pince, hein. Donc je le fais de l'autre côté. On peut s'aider du béquillage, on prend son temps, on aspire, on pousse et on dit à l'infirmière de fermer. Et là on a pris suffisamment. Parce que si vous faites des biopsies très superficielles pour répondre à la question œsophagite éosinophile, votre anapathe il va pas forcément être en capacité de répondre si vous prenez un tout petit fragment, hein. Donc il faut vraiment faire des biopsies suffisantes. C'est la même chose pour l'œsophage de Barrett, hein. On remonte. Donc là je suis au niveau de l'œsophage supérieur et on va refaire deux biopsies complémentaires. Ouvre. Ferme. Une première. Tu mets dans un quatrième pot. On a l'impression qu'il y a un aspect discrètement pseudo-trachéal. Ce serait le seul signe endoscopique aujourd'hui. Ouvre. Ferme. Voilà. On a fait toutes nos biopsies. Je n'ai pas regardé le compteur de temps initial, mais j'ai l'impression qu'on a passé plus de 7 minutes. On a vu tous les segments, on a pris des photographies. Il faut prendre aussi des photographies dans l'œsophage pour arriver à une dizaine au total avec en principe un outil de gestion qui permet de conserver les images dans une banque de données. Et voilà, on a terminé.